Dans cette leçon 8, toujours chapitre 6, normalement c'est la dernière leçon du chapitre 6, on va parler toujours pendant la manipulation des données. Et dans cette leçon, on va voir les itérations de groupe et les agrégations de données avancées. Alors, les itérations de groupe. Dans notre, par exemple, structure de données, elle contient par exemple des objets et des couleurs et des prix, voilà, comme on a déjà vu la leçon précédente. Donc on a des couleurs, donc les mêmes couleurs qui se répètent avec leur prix, donc prix 1 et prix 2. On peut par exemple faire une itération, donc une boucle for pour afficher chaque groupe, donc séparément des autres. Bien sûr, comme si on va faire la première étape, et la deuxième étape, et la troisième étape, ça veut dire le découpage, la création de groupe, le découpage, ensuite l'application de fonctions, ensuite afficher le résultat dans une structure unifiée pour séparément. Donc on va faire tout ça, mais à la fin on va pas avoir par exemple une structure unifiée. Donc on aimerait bien afficher chaque groupe sur lequel on va appliquer bien sûr les applications, mais séparément des autres. Dans ce cas, je vais utiliser par exemple je vais grouper je vais afficher les groupes, voilà. Les groupes contenus donc dans l'objet, de group by. Et ensuite, je vais faire l'itération. Donc, l'itération, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la boucle for et je vais créer deux variables temporaires. Ces deux variables temporaires, tout simplement, c'est name et group. Donc, le name, elle va prendre le nom du groupe. Donc, dans notre cas, on a trois groupes. Donc, le groupe red, le groupe green et le groupe white. Et le groupe, elle va afficher les valeurs correspondantes. Par exemple, le name, elle va afficher green, elle va prendre green, et groupe, il va prendre les valeurs de green, ces deux-là. Ok? Pour red, le name va prendre red, et le groupe va prendre les valeurs correspondant à red. Et white, c'est la même chose. Bien sûr, je vais faire une séparation pour afficher chaque groupe séparément des autres, pour bien avoir un résultat clair. Donc là, on a ce qu'on appelle notre objet dictionnaire qui contient les groupes. Donc un dictionnaire, chaque clé c'est le nom du groupe et chaque valeur c'est les numéros de ligne de chaque groupe. Ensuite, lorsque j'ai appliqué le for, donc voilà, il a affiché le nom, premier green, ensuite le groupe c'est ça, c'est tout ça. Donc c'est le data frame qui contient les deux lignes de groupe. Voilà, la même chose avec les autres. Maintenant, on va voir la chaîne de transformation ou le chaînage. Le chaining en anglais, donc c'est quoi? Tout simplement, on a déjà vu ça la leçon précédente, la dernière partie. Donc, au lieu de, par exemple, créer un groupe intermédiaire, un objet intermédiaire, ensuite, on va appliquer sur lui les fonctions. Donc, on va directement faire un chaînage, ça veut dire créer en même temps le groupe, l'objet qui contient les groupes, et leur nom et la fonction en même temps. Donc, comment on va faire ça? Donc, par exemple, je vais créer une variable. La variable, elle va contenir, bien sûr, le découpage de notre structure de données. Donc, on va grouper notre structure de données. Bien sûr, on va appliquer la fonction donc la fonction, la voici 1000, la moyenne sur la colonne du prix et le groupage. Donc on va grouper par color. Donc frame, donc on a déjà vu ça. Donc frame entre crochets price 1, ça veut dire on va faire l'agrégation sur la colonne price 1 et on va grouper d'après la colonne color. Alors, en même temps, on va ajouter la fonction. Donc c'est ça le chaînage. Directement, l'objet, on va lui appliquer la fonction. Donc, je vais afficher le résultat 1. Ensuite, je vais afficher le type du résultat. Donc, le résultat, c'est ça. Donc, green, il a fait la moyenne des valeurs de green, red et white. Ensuite, le résultat, c'est quoi? C'est une série. Donc, le type de résultat, c'est une série. OK? L'index, c'est les noms des colonnes. Et les valeurs, c'est la moyenne de chaque colonne, de chaque groupe. Les index, c'est les valeurs de la colonne color. Voilà, ce sont les index, les étiquettes, les index que j'ai pris comme
dans les valeurs que j'ai prises comme index de la colonne color. Donc, ce sont les couleurs green, red et white. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux par exemple afficher une deuxième variable, résultat 2. On va grouper, mais vous remarquez ici, le code n'est pas le même. Ce qu'on a fait, donc, là, on a mentionné sur quelle colonne je vais faire le calcul, mais là, je n'ai pas mentionné sur quelle colonne je vais faire le calcul. Donc, ça veut dire qu'il va prendre toutes les colonnes. Ensuite, je vais lui demander de grouper par la colonne color. Ensuite, calculer la moyenne. Alors, je n'ai pas mentionné la colonne sur laquelle il va appliquer la fonction. Ok? Je n'ai pas mentionné la colonne sur laquelle il va appliquer la fonction. Ok? Normalement, ça c'est l'écriture classique. Hein? Mais puisque notre data frame, il contient résulte de, j'ai pas notre data frame, le frame. Voilà, j'aurais dû l'afficher ici. Frame. Alors, voilà, notre frame, il contient des colonnes numériques. Bien sûr, il peut appliquer la fonction, mais il contient des colonnes texte, de type string, texte. Donc, si j'applique directement la fonction moyenne sur tout le data frame, donc je vais avoir une erreur parce qu'il ne peut pas calculer la moyenne sur des chaînes de caractères de type string. Donc, chaîne de caractères. Donc, qu'est-ce que je vais mentionner bien sûr l'option dans min, je vais mentionner l'option numérique only égale true. Donc, ça veut dire qu'il va ignorer les colonnes qui contiennent du texte. Donc, je vais afficher le résultat, ensuite le type de résultat. Alors, le résultat le voici, donc, il a fait, donc, puisque je n'ai pas mentionné la colonne sur laquelle il va faire appliquer la fonction, donc il a calculé la moyenne pour les deux colonnes, price 1 et price 2. Il a ignoré les chaînes de caractères, donc les strings. Ensuite, le type de ce résultat, c'est data frame, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a fait le calcul sur deux colonnes. Donc, il va me donner un data frame comme résultat. Donc, il est donc possible de sélectionner une seule colonne à tout moment des différentes phases de ce processus de transformation ou le chaining. Donc, voici, on va voir trois cas où la sélection d'une seule colonne s'applique à trois étapes différentes du processus. Cet exemple illustre la grande flexibilité du système de regroupement proposé par Panda. Vous n'oubliez pas les trois étapes différentes du processus. Je parle du processus d'agrégation. Okay? Donc le processus d'agrégation, c'est le découpage, l'application de la fonction et l'assemblage des données dans une seule structure de données pour m'afficher le résultat. Donc, on va voir différentes façons pour appliquer ces trois étapes du processus. Ok? On va commencer avec la première écriture du code. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à bien sûr frame. Ensuite, je vais mentionner directement la colonne sur laquelle il va faire le calcul. Ensuite, je vais lui demander de grouper par color. Ensuite, je vais lui demander de faire le découpage. Dans ce cas-là, donc, il a sélectionné la colonne, donc il va prendre toute la colonne price 1. Ensuite, il va la découper, il va prendre que les valeurs d'après le groupage. Donc, puisque je lui ai demandé de grouper en utilisant la colonne color, et non pas la color, par exemple, object. Donc là, il a pris que les prix qui correspondent à chaque clé de la colonne color. Ça veut dire red, il a pris que les valeurs de red, les valeurs de green et les valeurs de white. Et non pas les valeurs de pen, pencil ou ashray. Ok? Ensuite, il a appliqué la fonction. À la fin, il me donne le résultat. Donc, voici le résultat. Voilà. Toujours la moyenne. Green. Voilà. Red et white. Maintenant, je vais écrire le code autrement. Je vais mentionner le frame, donc je vais écrire frame, donc la structure de données, mais sans mentionner les colonnes sur lesquelles il va appliquer le prix au début. Ok? Ensuite, donc là,
il va commencer par grouper d'après la colonne color. Puisque j'ai directement mentionné group by juste après frame, ça veut dire qu'il va grouper toutes les colonnes d'après la couleur. Après le groupage, donc ça veut dire après le découpage, il va prendre que les valeurs de price 1. Donc il ne va pas prendre price 2, il ne va pas prendre object, il va prendre que price 1. Et il va appliquer la fonction moyenne. Voilà, le résultat, c'est le même, bien sûr, c'est le même. Et ça, c'est l'écriture classique, souhaitable. Donc de préférence, lorsque vous groupez, vous faites des opérations d'agrégation, donc utilisez toujours frame, et je vais prendre toutes les colonnes de data frame, je vais les grouper d'après la couleur. Ensuite, je vais sélectionner que la colonne que j'aimerais bien, sur laquelle appliquer le calcul. Ensuite, j'applique le calcul, voilà. Maintenant, il y a une troisième écriture du code. Cette écriture, elle est un peu spéciale, elle est longue, mais elle n'est pas souhaitable. Donc la deuxième, c'est elle qui est vraiment classique, l'écriture classique pour l'agrégation. Mais quand même, je vais mentionner ça pour voir la maniabilité de Python, la flexibilité de cette fonction group by. Alors, je vais mentionner le frame. Ensuite, j'ai directement mentionné group by. Ça veut dire qu'il va prendre toutes les colonnes, il va les regrouper d'après, il va découper d'après la couleur. Donc ça, c'est pareil que l'écriture classique. Mais ensuite, je ne vais pas mentionner la colonne sur laquelle il va appliquer la fonction. Non, je vais directement appliquer la fonction sur toutes les colonnes, bien sûr, à part celle qui contient du texte. C'est pour cette raison que j'ai mentionné numérique only égale true. Donc là, il va appliquer la fonction sur price 1 et price 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre que les valeurs de price 1, il va les afficher. Voilà, j'ai le même résultat. Voilà. Donc si j'enlève ça, donc il va afficher price 1 et price 2, bien sûr. Donc là, j'ai mentionné la colonne sur laquelle appliquer il va prendre plutôt, parce que là, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à là? Il a fait le calcul sur les deux colonnes. Ensuite, il a sélectionné que price 2, price 1. Il a enlevé price 2. Bien sûr, ça c'est une écriture qui va me générer un code qui est un petit peu long, parce qu'il va appliquer la fonction sur toutes les colonnes, toutes les valeurs. Donc, si j'ai un tableau qui contient plusieurs colonnes à calculer et plusieurs lignes, dans ce cas, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, j'aimerais bien utiliser celle-là. Donc, il va grouper d'après la colonne color. Ensuite, il va prendre que la colonne price. Ensuite, il va faire appliquer la moyenne. Très bien. En tout cas, j'ai le même résultat. Donc ça, c'est flexible. Voilà. De plus, après une opération d'agrégation, le nom de certaines colonnes, voilà, comme ici, donc le nom de certaines colonnes, le nom de certaines colonnes peut ne pas être significatif. Donc il est souvent utile d'ajouter un préfixe au nom de la colonne pour décrire le type de regroupement souhaité. Somme, ou moyenne, ou maximum, ou minimum, ou autre chose. Donc l'ajout d'un préfixe, plutôt que de remplacer complètement le nom, est très utile, bien sûr. Les préférences, ça, ce sont des consignes. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il faut faire. Donc, de préférence, on doit étiqueter les nouvelles colonnes d'après l'opération, la fonction que j'ai appliquée sur les colonnes, voilà. Et deuxièmement, de préférence, je ne vais pas remplacer tout le nom de la colonne. J'aimerais bien garder le nom original de la colonne pour comprendre qu'est-ce que j'ai fait et où exactement. Très bien. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais ajouter add prefix means. Donc vous voyez là, ça c'est un chaînage qui contient trois parties. Donc on a bien sûr le groupage de data frame d'après la couleur. Ensuite, l'application de la fonction. Ok. Ensuite, je vais le renommage des colonnes. Donc des colonnes du résultat. Ok. Dans ce cas, je vais exécuter. Donc add prefix mean, voilà, il a ajouté mean, donc la fonction que j'ai appliquée sur, bon, j'ai gardé le nom original, j'ai ajouté seulement mean. Donc mean tiré de 8 price 1, mean tiré de 8 price 2. Donc ça, sinon si j'ai remplacé complètement la colonne, donc ça veut dire que j'oublie c'est quoi ça? Est-ce que c'est price 1 ou price 2? Voilà. Donc de préférence garder le nom de la colonne d'origine et ajouter un préfixe. Ok.
Donc voilà, on aurait pu faire l'écriture classique, bien sûr. L'écriture classique, c'est celle-là. Donc je vais utiliser l'appellation classique. L'écriture classique. Et bien sûr, pour afficher les deux, j'enlève cette colonne. Donc, pour lui dire que je vais calculer sur les deux colonnes. Et je vais utiliser le paramètre numérique en lecture pour qu'il calcule la moyenne seulement sur color 1, value 1 et value 2. Les deux valeurs de, voilà, price 1 et price 2 plutôt. Voilà. Voilà, price 1 et price 2. Donc il ne va pas appliquer sur object et color parce que ce sont des textes. Non, non, voilà. Très bien, donc voilà. Ça, c'est en utilisant l'appellation classique. Okay. Maintenant, on va voir les fonctions sur les groupes. Bien sûr, il existe donc de nombreuses méthodes qui n'ont pas été implémentées spécifiquement pour groupe by. Mais elles fonctionnent correctement avec des structures de données telles que les séries. Donc, on peut les appliquer, donc malgré qu'ils ne sont pas vraiment implémentés pour groupe by, mais on peut les utiliser sur des structures de données, des data frames ou les séries. Donc, on a vu déjà dans la section précédente donc, combien il est facile d'obtenir la série à l'aide d'un objet group by. Donc, je vais tout simplement spécifier le nom de la colonne. Donc, il va me donner une série. Donc, puis, bien sûr, appliquer la méthode pour effectuer appliquer la fonction. Donc, par exemple, on va prendre, on va calculer les quantiles. Donc, les quantiles sur une série, ou bien sûr un petit rappel pour les quantiles. Donc on a déjà vu ça avec, avec les beans, hein, décrétisation. Donc lorsqu'on aimerait bien, par exemple, appliquer, découper ou convertir notre structure, les valeurs donc les variables de notre structure, on va les convertir de valeurs numériques continues en valeurs catégorielles discrètes. Pour donner un sens au nombre et pour les préparer afin de, par exemple, afin de ensuite les utiliser avec les modèles, donc pour avoir des résultats soit de classification, par exemple, un modèle de classification. Donc, il va avoir besoin de non-valeurs, mais non pas sous forme de numérique continu, mais peut-être lui faciliter l'accès, la compréhension de ces variables. Donc, on va les convertir, par exemple, en variables catégorielles discrètes. Ok, discrète, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a une donc catégorisation. Donc voilà. Il y a des valeurs distinctes. C'est ça. Des valeurs distinctes et ordonnées. Par exemple, faible, moyen, fort. Voilà. Ou par exemple, la mention d'une moyenne, etc. Très bien. Ou par exemple, jeune, adulte, voilà, retraité, comme on l'a déjà vu dans un exercice. L'exercice concernant les beans. Donc, dans ce cas, donc on a vu la fonction quantile qui permet de découper avec cut ou qcut, qlong cut, découper la liste pour ensuite appliquer des méthodes ou des opérations d'agrégation sur chaque partie et bien sûr avoir une catégorisation de chaque élément dans sa propre catégorie. Donc avec donc les beans, on va créer ces groupes et ensuite on va les classifier pour au final donc avoir une correspondance pour chaque valeur, donc convertir la variable numérique continue en variable catégorielle discrète. Voilà, c'est ça. Donc on a déjà vu ça. Si vous voulez revisionner la vidéo, donc ça c'est normalement la discrétisation et beans et binning. Alors un petit rappel, donc un quantile est une mesure statistique qui divise un ensemble de données triées bien sûr, hein, c'est très important, triées en intervalles de taille égale. Donc il indique ensuite il indique la position d'une valeur par rapport à l'ensemble de données.
Donc l'utilité, donc les quantiles sont très utiles pour comprendre la distribution des données, hein, et identifier les valeurs spécifiques. Par exemple, il permet de détecter des valeurs aberrantes ou extrêmes. Si une valeur est très éloignée du troisième quantile, par exemple, hein, le groupe, voilà, le troisième quantile ou intervalle qu'on a divisé, donc résultant de la division ou découpage de la liste principale, elle pourrait être une anomalie. Voilà. Ou par exemple, un autre exemple, ils sont couramment utilisés dans les statistiques descriptives pour résumer un ensemble de données. Ou en finance, ils aident à évaluer les risques en déterminant la valeur qui a une faible probabilité d'être dépassée. Lorsque vous utilisez quantile, par exemple, là, je vais vous donner un exemple, on va utiliser quantile 0,6. Hein, un quantile, ensuite je vais lui passer la valeur 0,6. La méthode effectue les étapes suivantes. Donc cette fonction, elle effectue quoi? Elle trie toutes les valeurs de la série de données du petit au plus grand. Ok? Donc elle va les ordonner, les trier du plus petit vers le plus grand. Ça, c'est la première étape. Ensuite, elle trouve la valeur à la position qui correspond à 60%. Donc ça, c'est 60%. 0,6, ça veut dire 60%. Donc elle va chercher la valeur qui correspond à cette position, 60% du chemin parcouru dans la liste, triée bien sûr. On va prendre un exemple. Hein. Si vous avez une liste de 10 nombres triés, donc par exemple 10 nombres, donc là j'ai créé avec NumPy bien sûr, j'ai créé une série S1 égale une série qui contient des valeurs générées avec NumPy, bien sûr, à fonction arrange de 0 à 10. Donc 11 est toujours exclu. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais afficher la liste, la série plutôt, qui contient cette liste. Ensuite, je vais afficher le quantile 06. Alors, le quantile 06, normalement, ça correspond à la... Voilà, ça c'est la liste, hein. Ça c'est la série. De 0 à 10. Normalement, 60%, elle correspond à quelle valeur? Ça, c'est 0%. Et ça, c'est 100%. Le 10, c'est 100%, c'est la fin. 50%, normalement, c'est 5. Et 60%, normalement, c'est 6. Donc, lorsque j'affiche le résultat, donc, quantile de 0,6 de S1, ça nous donne 6. Donc, 60%, c'est cette position. 50%, c'est ça. 25%, c'est entre 2 et 3. Donc, par exemple, 0,25, elle me donne 2,5. C'est entre 2 et 3. Voilà. Très bien. Donc, lorsqu'on a compris c'est quoi le quantile, donc on a déjà vu ça dans une leçon précédente, la discrétisation et le binning. Donc, on va créer ça, on va appliquer cette fonction quantile avec le groupage, avec group by, sur un data frame. Donc, ça ne sont pas vraiment des fonctions destinées pour l'agrégation, mais on peut les utiliser quand même. Ok? Donc, notre data frame, voilà, j'aurais dû l'imprimer, donc frame, donc voilà. Très bien. Donc j'affiche le data frame. Ensuite, je vais donc je vais faire une agrégation d'après bien sûr. Plutôt, je vais le trier. Voilà, je vais trier ce data frame avant de faire l'agrégation. Donc, je vais trier ce data frame. Donc, je vais le trier. Donc, bien sûr, frame, on a déjà vu ça. Sort value by. Ensuite, je vais le trier d'après la couleur et le prix 1. Price 1. OK? Donc, ça va me donner ce résultat. Très bien. Donc, ça, c'est le data frame. Et ça, c'est le data frame trié. Voilà, trié. D'après la couleur, donc ça commence par G, ensuite R, ensuite W, et par chaque couleur, je vais trier le prix du plus petit vers le plus grand. Voilà, pour le green, le plus petit c'est ça, le plus grand c'est ça, pour le red, le plus petit, le plus grand. Ensuite, white, bien sûr, il existe une seule entrée, donc il va mentionner une seule valeur. Ça, c'est la plus petite et la plus grande. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le groupe, donc je vais grouper. Ok? Et lorsque je groupe, voilà. Donc je vais faire une agrégation. Donc je vais créer un groupe, une valeur, donc un objet, group by. Donc un objet group by.
Donc c'est un objet. Donc je vais l'afficher. Très bien. Voilà. Donc cet objet, il contient quoi? Il contient tout simplement, bon, je ne l'ai pas affiché. Alors groupe, to print, je vais faire print. Voilà. Le voici le groupe. Voilà. Ça c'est un data frame group by. Donc c'est un objet group by, bien sûr de type data frame. Ok? Pourquoi? Parce que j'ai groupé d'après voilà. C'est un groupe c'est un objet groupe by, mais de type data frame, non pas de type série. Pourquoi? Parce que j'ai pas mentionné j'ai pas appliqué la fonction et j'ai pas mentionné quelle est la colonne sur laquelle il va appliquer la fonction. Donc là, puisque j'ai rien mentionné comme colonne sur laquelle il va appliquer la fonction, donc ça veut dire qu'il va prendre toutes les colonnes. Ok? Donc, ça veut dire qu'il va prendre un data frame. Par exemple, si j'utilise la propriété groups, voilà. Voici le contenu. Ok? Donc, un data frame qui contient toutes les lignes de chaque index utilisé dans la colonne color. Donc, la ligne 2 et la ligne 4, je n'ai pas mentionné qu'est-ce qu'il va prendre. Price 1 ou price 2 object, donc il a pris toutes les lignes. Donc, il m'a donné un data frame. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce groupe, dans cet objet plutôt, dans cet objet, donc dans notre objet groupe, je vais afficher maintenant, je vais spécifier sur quelle colonne je vais appliquer la fonction. Donc, l'objet groupe, je vais lui demander d'appliquer la fonction quantile 0,6, ça veut dire il va m'extraire la valeur qui est à la position 60% du prix pour chaque entrée, pour chaque index. Alors, donc il va me donner une série qui contient comme index, comme ligne, green, red, white. Ensuite, la valeur de green, ça va être quoi? C'est pas le maximum, c'est pas la moyenne, mais le quantile à 60%. Donc normalement, green, donc j'ai fait exprès d'afficher le data frame bien trié de plus petit vers le plus grand pour comprendre ce que la quantité va me donner comme résultat. Alors on va commencer par green. Donc, puisque le groupe, il va grouper par color, donc il va contenir 3 entrées, green, red et white. Ensuite, la seule colonne qu'on a prise, c'est price, donc il va me donner une série. Donc il va afficher green et la valeur correspondante, c'est la valeur entre 1,30 et 2,75 qui est position à 60%. Donc normalement 1,30. Ensuite, il y a une autre valeur continue après le 1,30 jusqu'à atteindre 2,75. Donc quelle est la valeur positionnée à 60% entre 1,30 et 2,75? Je vais afficher le résultat. Voilà. Premièrement, il m'a donné une série. Voilà, la voici. Et deuxièmement, il m'a donné pour chaque index la valeur à 60% entre le minimum et le maximum. Donc à 60% entre ces deux valeurs, le 60% entre ces deux valeurs et 60% de cette valeur. Bien sûr, de cette valeur, il va pas, le 60% c'est la même. Par contre, pour le green, la position à 60% entre 1,30 et 2,75, c'est 2,17. Et la position 60% entre 0,56 et 4,20, c'est 2,74. Voilà. Et pour bien comprendre, je vais faire un autre exemple. Je vais appliquer la fonction quantile 1. Ça veut dire quoi 1? Ça veut dire 100% sur le groupe. Et je vais prendre que la colonne price.
Donc, je vais appliquer cette fonction que sur la colonne price de l'objet groupe qui contient les groupes déjà prédéterminés. Et lorsque j'exécute, eh ben, le 101, ça veut dire 100%, donc 100%, quelle est la valeur à 100% entre 1,30 et 2,75? Normalement, c'est 2,75. C'est la dernière. Voilà. Et entre 0,56 et 4,20, c'est la dernière. Voilà. Et bien sûr, ça, c'est toujours plus qu'un seul nombre, un nombre unique. Donc, et pour terminer, donc, je vais afficher le quantile 0 du groupe sur, bien sûr, la colonne price. Il va me donner le minimum, la première valeur la plus petite. Voilà. 0%, c'est la première. 0% de ça, c'est la première. Voilà. Et bien sûr, le y, c'est toujours le même nombre. Donc ça, c'est juste pour voir comment appliquer d'autres fonctions qui ne sont pas destinées pour group by, mais qui marchent très bien sur nos structures de données. On peut également définir nos propres fonctions d'agrégation. Donc, dès le début, on utilisait des fonctions prédéfinies dans Python. Par exemple, la moyenne, min, la somme, etc. Ça, ce sont des fonctions prédéterminées, prédéfinies dans Python. Mais on peut utiliser également des fonctions personnalisées. Donc, on va nous-mêmes définir notre fonction. Donc, si par exemple une fonction n'existe pas par défaut dans Python, donc on va créer une fonction nous-mêmes qui va faire un résultat d'après nos besoins. Ensuite, l'appliquer pour faire une agrégation. Donc, l'appliquer sur une structure de données pour faire une agrégation. La seule différence, c'est que je dois utiliser la méthode ag. Pour faire ensuite, je lui passe la fonction que j'ai créée. Alors, je vais créer premièrement la fonction, bien sûr. Donc def, le nom de la fonction range, et comme argument, un seul argument, c'est série. Série, normalement, ça va être la série qui va l'agréger. Ensuite, elle retourne quoi? Bien sûr, elle retourne le maximum moins le minimum. Voilà, c'est tout. J'aimerais bien avoir la différence entre le maximum et le minimum pour chaque entrée. Par exemple, le maximum moins le minimum de green, le maximum moins le minimum de red, et bien sûr ça, le maximum et en même temps le minimum. Donc, il va me donner la différence. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr faire appel au groupe et appliquer la fonction range, passer comme argument à la méthode ag sur, bien sûr, la colonne price. Donc, il va me donner ça. Bien sûr, ça c'est pour voir l'écart entre, non pas l'écart type, hein, mais la différence entre le minimum et le maximum. Donc, lorsque je vois que wide a comme valeur 0 entre le maximum et le minimum, ça, je comprends que c'est une valeur fixe. Voilà. Il n'y a pas une variation. Alors que si je trouve par exemple un nombre proche, petit, plus le nombre est petit, plus les valeurs sont proches. Il n'y a pas une grande différence entre le minimum et le maximum. Voilà, et là, je comprends qu'il y a une grande différence entre le minimum et le maximum. Ici, c'est un nombre négatif, ça veut dire que la valeur, elle est en train de diminuer et non pas d'augmenter. Voilà. Très bien. En tout cas, ça, c'est pour comprendre que je peux... Donc, il n'y a pas que les fonctions prédéfinies dans Python que je peux utiliser avec GroupBy. Il y a également des fonctions, d'autres fonctions comme quantile et des fonctions comme des fonctions personnalisées, donc propres à nous, qui va faire un calcul qui n'existe pas par défaut, qui n'est pas offert par défaut par Python, dans Python. Donc vous pouvez également utiliser plusieurs fonctions d'agrégation simultanément, voilà, avec ag, et non pas une seule fonction. Donc avec la fonction, normalement la fonction ag, donc avec la fonction ag, transmettons un tableau contenant la liste des opérations. Donc cette ag, je vais lui passer un tableau qui contient l'ensemble des opérations à effectuer, bien sûr, sur notre groupe et la colonne choisie, voilà, par exemple, qui deviendront de nouvelles colonnes. Donc ça va devenir de nouvelles colonnes. Ok. Donc il va calculer la moyenne, l'écart type et range, notre fonction
qu'on a déjà définies. Donc, j'affiche le résultat sous forme de data frame et non pas de série. Pourquoi? Parce que même si j'ai pris une seule colonne sur laquelle je vais appliquer la fonction, donc avant, donc pour avoir, lorsqu'on écrivait seulement donc une seule colonne sur laquelle appliquer la fonction, toujours le résultat est une série. Mais si, par exemple, je prends quand est-ce que j'aurai un data frame comme résultat? Lorsque, par exemple, j'applique le calcul sur deux colonnes. OK? Voilà. Mais même avec une seule colonne, je peux avoir un data frame si j'applique plusieurs fonctions sur la même colonne. Bien sûr, je dois utiliser AG. OK? Et voilà le résultat. Ça, c'est la moyenne pour chaque index choisi, donc green, red. Ça, c'est l'écart type. Et ça, c'est range. Donc, range, c'est la fonction qui va faire la différence entre le maximum et le minimum. Maintenant, on va voir l'agrégation de données avancées. Alors, cette section présente les fonctions transform et apply. On a déjà vu apply, qui permettent d'effectuer de nombreux types d'opérations de groupe, dont certains sont très complexes. Par exemple, c'est presque la même chose que AG, par exemple, faire passer des fonctions personnalisées, donc avec transform et apply. Il y a une différence, bien sûr, avec transform, on va voir cette différence, l'intérêt de transform. Donc, supposons maintenant que vous souhaitez regrouper dans un même data frame, le data frame d'origine, celui contenant les données, et celui obtenu par le calcul de l'agrégation de groupe, par exemple la somme. Donc ça veut dire que j'aimerais bien ne pas le résultat, donc, puisque le processus d'agrégation, c'est 3 étapes, découpage, application, fonction et réassemblage dans une seule structure unifiée. Donc le résultat, peut-être la forme, la structure du résultat ne va pas être, en général, va pas être la même que la structure du data frame qu'on a d'origine, qu'on a groupé. Mais des fois, j'aimerais bien avoir le résultat, donc, est la même structure que le tableau d'origine. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, par exemple, la fonction somme. Mais avant cela, je vais créer le data frame. Le voici le data frame, donc il contient 4 lignes, 5 lignes, donc de 0 à 4. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un objet, une variable. Cette variable, elle contient quoi? Elle contient tout simplement le résultat d'agrégation, toujours sur donc je vais grouper par couleur, et je vais appliquer la somme. Ça, c'est l'écriture classique. Je vais grouper par la colonne color, et je vais appliquer la somme. Jusqu'à maintenant, c'est normal, c'est déjà vu. Ensuite, bien sûr, je vais ajouter add préfixe pour que le résultat ait des colonnes, des étiquettes de colonnes qui ont un sens. Donc, lorsqu'une personne lit tot-8, ensuite le nom de la colonne, il comprend qu'on a appliqué la fonction de somme pour calculer la totalité, le total pour chaque groupe. Je vais afficher ça, donc voilà. C'est un data frame. OK? Donc, c'est un data frame. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une fusion. Vous vous souvenez de merge. Merge, c'est la première étape. Donc, merge, c'est pour fusionner plusieurs structures de données. On a déjà vu ça. Donc, la deuxième étape, c'est l'assemblage des données. En tous les cas, merge, elle va fusionner le frame, donc le tableau d'origine et le résultat, ce tableau-là. Bien sûr, left on, ça veut dire data frame left, je vais prendre comme index les couleurs. Et right index, ce data frame, vous remarquez que les index left on, c'est color. Donc je vais prendre les valeurs de color comme index pour le data frame left, donc frame, celui-là. Bien sûr, la fusion, on doit lier deux colonnes qui ont les mêmes index, les mêmes valeurs. Donc, on va lier cette colonne, mais avec, là, le résultat, somme, n'a pas de colonne qui a les mêmes valeurs. Dans ce cas, je vais utiliser right index. Ça veut dire que, vous vous souvenez, on a déjà vu ça, right index, elle est utilisée pour spécifier non pas des colonnes comme index, mais des lignes comme index. Donc, right index,
pour le data frame right, qui se trouve à droite, ça c'est à gauche, et pour celui à droite, donc je vais utiliser right index égale true, ça veut dire pour le data frame qui est à droite par rapport à vous, ou dans le code, dans le couple de tableau à fusion, structure à fusionner, donc celui qui se trouve à droite, eh bien, vous n'allez pas prendre les colonnes, vous allez prendre quoi? Les index. Et dans ce cas, je vais avoir les mêmes valeurs dans les deux. White, red, green, et là, c'est green, red, white. Donc là, on peut faire la liaison entre eux. J'affiche le résultat, et voici le résultat. Donc, j'ai fusionné le tableau des index d'origine et le tableau des résultats. Voilà. Vous remarquez quoi? Que chaque valeur a pris la valeur de la somme. Red, la somme, c'est 4,76. Il a dupliqué ça deux fois parce qu'on a deux red. Donc là, on a fait comme si on a gardé la même structure de notre tableau d'origine et on a pris les valeurs d'agrégation pour chaque entrée. Donc on n'a pas eu ce résultat. Donc là, on a modifié la structure du tableau d'origine et là, on n'a pas modifié la structure. La preuve, voilà, 5 lignes. Mais il existe une autre façon d'effectuer cette opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'agrégation et garder la même structure du tableau d'origine. Donc j'aimerais bien, par exemple, garder cette structure et ajouter une colonne. Et cette colonne va contenir les valeurs d'agrégation, ça veut dire la somme de chaque entrée. Alors, je vais utiliser bien sûr la fonction transform. Je vais écrire, c'est classique, donc frame.groupByColor. Ensuite, je vais faire appel, non pas à la fonction directement somme, mais transform. Lorsque je fais appel à transform, donc il va garder la structure, ensuite il va faire l'agrégation, il va ajouter pour chaque entrée, donc il va garder le tableau d'origine, et pour chaque entrée, il va ajouter l'opération d'agrégation. Voilà. Donc, bien sûr, je vais faire appel à numpy.sum. Bien sûr, ajouter donc le préfixe pour donner un sens aux étiquettes des colonnes. Et lorsque j'exécute, bon, ce n'est pas un message d'erreur. Ça, c'est un avertissement. Je vais vous parler de pourquoi j'ai un avertissement. Un avertissement. Donc, tout simplement, vous remarquez ici que j'ai toujours la même structure. 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et pour chaque entrée, pour chaque ligne, j'ai les deux valeurs d'agrégation. Voilà. Ça, ce sont des valeurs d'agrégation, et non pas les valeurs d'origine. Voilà, donc message d'avertissement, il me dit que de préférence, utilisez directement la fonction sum, voilà, sum, voilà, pour juste avoir un résultat final, non pas vraiment garder la structure d'origine de notre data frame. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide, c'est plus suitable, ça va créer rapidement, c'est plus performant. Voilà. Comme vous pouvez le constater, la méthode transform est une fonction plus spécialisée qui a des exigences très spécifiques. La fonction passée en argument, doit produire une valeur scalaire unique. Voilà. On ne va pas créer, par exemple, une série ou autre chose à part une seule valeur scalaire unique, agrégation. Par contre, apply, donc il existe la fonction apply, applique intégralement le schéma split apply combine. Voilà. Donc apply, elle respecte ce processus d'agrégation. En effet, cette fonction divise l'objet en parties afin de le manipuler, applique la fonction sur chaque partie, puis rassemble les différentes parties pour produire un résultat dans une structure de données unifiée. Voilà, comme on a déjà vu. Mais un avertissement s'affichera. Toujours, même avec appli, un avertissement va s'afficher pour encourager les utilisateurs à utiliser des alternatives plus efficaces. Comme ici, il nous a proposé d'utiliser directement sum et d'enlever toute cette fonction transform. Pourquoi? Par exemple, ag ou max, directement, ou sum, chaque fois que possible, car la méthode dataframe group by apply, comme pour transform, est connue pour être lente, car elle inclut les données de regroupement dans les colonnes de regroupement dans le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le résultat, je vais avoir les colonnes qui contiennent, sur lesquelles on va appliquer l'agrégation, et les colonnes correspondantes,
qui ont été utilisés pour le regroupement. Un exemple pour comprendre. Je vais créer une structure de données. Elle contient bien sûr white, black, white, white, black, black. Color, statut, value 1, value 2. Statut, c'est up, up, down, 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 up. Voilà. Donc normalement, j'aurai trois groupes. White, black, deux groupes. White et black. C'est tout. Deux groupes. Et chaque groupe a comme si un index secondaire. Donc up, down, up, down. Vous remarquez white, up, white, down. White, down. Ensuite, black, up, black, down, black, up. Et pour chaque entrée, une valeur correspondante. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction apply et je vais faire appel à une fonction lambda, sans nom. Cette fonction, je vais directement l'insérer comme argument dans la fonction apply. Et bien sûr, je vais regrouper le data frame, le data frame. Je vais le regrouper d'après deux colonnes, le color et statut. OK? D'après deux colonnes, color et statut. Donc les deux colonnes de regroupement sont color et statut. Et lorsque j'applique la fonction lambda qui calcule le maximum de chaque entrée, de chaque groupe. Normalement, le maximum de white up, c'est une seule entrée parce que white up, il existe une seule fois. Et pour white down et white down, normalement, il va prendre 27,84. Et pour black up et black up, il va prendre 18,33. Et black down, il existe une seule valeur, donc il va prendre celle-là. La même chose avec valeur 2. C'est ce qu'elle va faire, cette fonction. Donc l'intérêt, c'est afficher la valeur maximum pour chaque entrée. Normalement, on a deux groupes principaux et les groupes secondaires, on a deux. Donc, je vais utiliser apply au lieu de, par exemple, ag. On aurait dû utiliser ag à la place de apply. Mais je vais utiliser apply. Bien sûr, je vais regrouper d'après color et statut. Donc, lorsque j'exécute, voilà le message d'avertissement. Il me dit quoi? Il me dit tout simplement que les colonnes utilisées dans le regroupement ont été affichées dans le résultat. Et ça va rendre notre code peu performant et lent. OK? Donc, pour éviter le warning, donc je vous ai expliqué ici, donc l'avertissement. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque fois que on va éviter ça. Donc, car apply est connue pour être lente, car elle inclut les colonnes de regroupement dans le résultat. Voilà. Donc, au lieu de ça, donc j'ai plusieurs méthodes pour enlever ce message d'avertissement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la même chose, voilà, la même chose, voilà. Je vais réécrire le même code, mais dans apply, dans la fonction apply, je vais ajouter l'argument include groups égale false. Ça veut dire que vous n'allez pas inclure les colonnes qui ont été utilisées dans le regroupement. Donc, je vais taper include-8 groups égale false. Et lorsque j'exécute, voilà, le message d'erreur a été. Donc, j'ai pas de message plutôt d'avertissement. En plus de ça, dans le résultat, il n'a pas affiché les deux colonnes qui ont été utilisées dans le regroupement. Mais au lieu de cela, donc, sinon, utilisez de préférence des alternatives plus efficaces. Par exemple, j'aurais pu directement écrire max. Donc, regrouper les deux colonnes et afficher le max pour chaque colonne value 1 et value 2. Voilà. C'est le même résultat. Sinon, j'utilise la fonction ag et je vais lui faire passer la fonction d'agrégation, bien sûr, que j'ai déjà, donc une fonction lambda. Bien sûr, pour le max, dans ce cas, je vais utiliser celle-là. Mais il y a des fois où une fonction prédéfinie n'existe pas dans Python. Donc, dans ce cas, je vais utiliser soit une fonction que je vais définir avant, ou une fonction lambda, directement comme argument avec ag. Voilà. Une conclusion pour tout ce chapitre, parce que la prochaine fois, on va passer au chapitre suivant qui va parler de la visualisation des données avec Matplotlib et Seaborn. Donc, on va voir ces deux bibliothèques. Dans ce chapitre, vous avez abordé les trois étapes fondamentales qui divisent la phase de manipulation des données. Donc, la préparation, le traitement et l'agrégation.
Grâce à une série d'exemples, vous avez découvert un ensemble de fonctions de bibliothèque permettant à Panda d'effectuer ces opérations, euh, comme pour la fusion, la concaténation, la combinaison, etc. Vous avez appris à appliquer ces fonctions à des structures de données simples afin de vous familiariser avec leur fonctionnement et de comprendre leur applicabilité à des cas plus complexes. Vous disposez désormais des connaissances nécessaires pour préparer un jeu de données en vue de la phase suivante de l'analyse, qui est la visualisation. Donc, le chapitre suivant présente la bibliothèque Python Matplotlib. Bien sûr, ensuite on va vers le suivant, qui permet de convertir des structures de données dans n'importe quel graphique.